partager après mon écran. Salut les amis, bienvenue sur le coaching live. Petit problème technique, ça arrive comme ça hein, de temps en temps. Donc j'espère que vous me voyez, vous me suivez. Et moi je vais faire un abracadabra, voilà, comme ça vous allez voir Cyril. Tac. Voilà. Et du coup Cyril, est-ce que tu peux regarder si tu vois, si on est en direct, si ça marche? Salut les amis, bienvenue sur... Nickel, ça marche. Ah, je me vois. On va voir si Alors, on par entend contre, bien. on a un travers. Hein. Alors, donc, ok, je remets comme ça, en fait, c'est mieux. Comme ça, tu vois. Tac. C'est bon comme ça? Ouais. Pour l'instant, on est toujours en travers. Mais on fait du bricolage, mais au moins, comme ça me permet de voir aussi les... C'est bon, ça marche. Voilà. En ce moment, le Facebook, c'est vraiment du bricolage. Mais écoute, on s'éclate. Donc, il y a pas mal de monde. J'ai vu Alain, j'ai vu Christophe, j'ai vu Franck. J'ai vu Bertrand, Bernard, Cyril. Salut Nathalie, salut voilà. Cyril. On est déjà une centaine en ligne. Donc, j'espère que ça va fonctionner comme ça. Dites-nous si vous entendez bien Cyril qui a une petite annonce à vous faire pour samedi. Si vous faites des apéros, vas-y Cyril. Ouais, donc très succinctement, déjà j'espère qu'on m'entend bien. Vous savez que le samedi matin, avec la page HNS Performance, on fait un cooking live. Et là, on s'est dit, bon, c'est le déconfinement, les gens vont se retrouver, se revoir, parce que pour la plupart, ça fait 2 mois qu'ils ne se sont plus vus. Donc, ça veut dire apéritif, et ça serait bien de garder les bonnes habitudes. Donc, avec Elodie, on vous prépare quelques petites recettes de cocktails dînatoires, de mignardises, on va dire d'apéritif healthy. Donc soyez connectés à 10h30, je vous promets, il y a plein de trucs sympas, d'idées succulentes et surtout vraiment healthy. Donc ne le ratez pas. Je pense que s'il y en a un qu'il ne fallait pas rater de toute la série, c'est celui-là. Voilà, donc samedi 10h30 à HNS Performance. Génial, merci Cyril. J'essaie de manœuvrer entre les deux, la qualité de l'image n'est pas top, mais ce qui est important c'est qu'on nous entende bien. Alors, toi qui es très fort, Nico, pour lancer des sondages, j'essaie de lancer un truc qu'on puisse avoir par retour si les gens nous entendent bien avec des, je sais pas, avec par exemple peut-être pas des pouces, mais avec. On n'a qu'à faire ça ou vous laissez dans le, un message ou simplement des pouces j'aime si vous nous entendrez bien, si tout va bien, on y va. Ouais, le coiffeur est passé, ouais, c'est ça, ouais. Alors, tiens, une première question de Baptiste qui nous dit « Après l'entraînement, on doit bien prendre des aliments et boissons sucrées juste après l'effort ?» Tu veux commencer, Cyril? Tout à fait. Alors, on me dit qu'on ne voit pas Cyril. Parce que j'alterne, là, je fais celui qui parle. Je mets la caméra sur celui qui parle, tu as vu? Oh, c'est Hollywood. C'est Hollywood ici. Hein. Ah ouais, là, c'est Hollywood, d'accord. Bon, apparemment, le son est bon, donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça. Voilà, donc même si c'est un petit rappel, qu'est-ce que tu peux dire sur la récupération? Alors, répète-moi la question parce que j'ai perdu le fil. La ration de récupération juste après l'effort, est-ce que tu peux rappeler quelques éléments Alors, très succinctement, la ration de récupération après l'effort, évidemment, on ne peut pas rentrer dans les détails parce que chaque cas est particulier, parce qu'elle dépend à la fois de la durée de l'effort, de l'intensité de l'effort, de la stratégie nutritionnelle de l'effort, et de la distance à laquelle du prochain repas on se trouve. Mais la ration de récupération, on considère qu'elle doit être prise dans les 30 minutes suivant l'arrêt de l'effort. C'est ce qu'on appelle la fenêtre métabolique. Il faut qu'on recrée une synthèse au niveau du glycogène musculaire grâce à l'apport conjoint de glucides à IGO aux alentours de 1 g par kilo avec 0,3 g par kilo de protéines. Et de l'isoleucine, de la leucine et de la valine notamment, qui créent les conditions de l'anabolisme musculaire. Donc vous en trouvez facilement dans le fromage blanc, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus naturel pour trouver ces 3 acides aminés. Et les glucides AIGO, alors c'est facile parce qu'il n'y a que ça. Je vous conseille d'éviter les glucides AIGO mais avec des calories vides comme le sucre par exemple. Privilégier le miel dans le fromage blanc, ça peut être sympa. Faites-vous plaisir parce que quand on est sportif,
la ration de récupération nous permet de manger un petit peu tout ce qui nous fait plaisir. Dans la limite, évidemment, des apports que je vous ai cités. Si vous faites, par exemple, 80 kg, ça vous fait environ 80 grammes de glucides et environ 25 à 30 grammes de protéines. Alors, je précise une chose, c'est que quand tu dis 80 grammes de glucides, c'est évidemment pas 80 grammes de pâtes, par exemple, parce que les pâtes, c'est pas 100 grammes de glucides pour 100 grammes de pâtes. Donc, ça veut dire qu'on peut manger un petit peu plus. Si vous prenez des céréales ou un gâteau ou une tarte au chocolat, eh bien, voilà, regardez combien il y a de grammes de glucides à l'intérieur et ça vous permettra de voir à peu près la proportion de ce que vous pouvez prendre. Mais j'irai dans le sens de Cyril. La boisson de récupération, enfin la ration de récupération juste après l'effort, c'est vraiment l'occasion de, bien évidemment, recharger ses réserves de glucides qu'on vient de vider, mais de se faire plaisir aussi sur le plan mental et de se récompenser pour se donner envie d'aller s'entraîner. Donc n'hésitez pas à mettre dedans quelque chose vraiment qui est votre péché mignon, votre petit truc. S'il y a un bon moment pour le prendre, je donne souvent cet exemple-là, Cyril, si tu me permets, hein, je le rappelle, mais si vous prenez une tartelette au chocolat qui doit faire peut-être 200 grammes après le vélo, non seulement vous n'allez pas prendre un gramme de gras, mais en plus, vous allez recharger vos muscles en glucides. Donc, vous allez avoir plus de carburant pour la séance d'après. Si la même tartelette au chocolat, vous la prenez le soir, vous avez fait votre séance à 17h, et vous la prenez le soir 3 heures après vous allez vous coucher, vous pouvez rajouter quasiment 20 grammes de graisse que vous venez de régénérer parce que simplement vous ne la prenez pas au bon moment. Juste ou pas? Tu valides? C'est tout à fait juste, et si je puis me permettre, parce que la ration de récupération, c'est quelque chose qui m'est cher, il faut savoir qu'il y a quand même des choses très précises qui ont été faites, et d'ailleurs il y a un article qui est sorti que j'ai eu la chance de co-signer avec Cyril Schmitt, qui est un éminent sport scientiste, où nous avons, on va dire, étudié de nombreux cas en fonction de la durée de l'effort, de l'intensité de l'effort, et surtout, ce qui est très important, de la distance du prochain repas à laquelle on se trouve, auquel cas, si elle est supérieure à 1 heure après la ration de récupération, on va intégrer des collations intermédiaires en baissant les apports en glucides et en protéines et en augmentant et en baissant aussi l'indice glycémique des produits. Voilà, c'est très important. La ration de récupération, c'est essentiel aux adaptations et à la progression. Entre quelqu'un qui ne la fait pas et quelqu'un qui la fait correctement, il y a des écarts énormes en termes de progression. C'est clair, c'est clair. Juste pour synthétiser ce que tu as dit, grosso modo, plus on s'alimente proche de la fin de l'entraînement, plus on prend des sucres rapides, donc avec un indice de glycémie élevé, et plus on s'en éloigne, plus on peut prendre des sucres, mais avec un indice de glycémie bas, autrement dit des sucres lents, pour simplifier un petit peu. Voilà. Tout à fait. Une question de Guillaume qui est assez intéressante, sur des sorties de 3-4 heures, qu'est-ce qu'il faut manger comme quantité sur le vélo? J'y vais? Allez, commence. Puis tu m'enverras la main. Sur une sortie de 3-4 heures, la science préconise sur des sorties de 4 heures, on peut monter jusqu'à 90 grammes de glucides à l'heure. Alors, dans des conditions spécifiques. Il faut que la boisson que vous intégriez ou les apports que vous intégriez comprennent 2 transporteurs de glucides, un peu du glucose et du fructose. C'est ceux qui sont les plus intéressants. Ensuite, je vous conseille de le faire progressivement parce que ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire tout d'un coup. Il faut que vous testiez cette stratégie alimentaire avant. Autre chose importante, cet apport est un apport maximal. S'il n'y a qu'un seul transporteur de glucides, votre système digestif ne sera capable de métaboliser qu'aux alentours des 50 grammes. Voilà. Pour aller jusqu'à 80-90 grammes, il faudra qu'il y ait 2 transporteurs de glucides. Alors pour ça, c'est très simple. Vous prenez votre boisson d'effort et vous lisez ce qu'il y a dedans. Et vous allez très très facilement voir s'il y a 1 ou 2 sources de glucides. Deuxième chose, plus la température va être élevée et plus la concentration va devoir baisser. C'est-à-dire que s'il fait au-delà de 30 degrés, vous n'allez pas être à 90 grammes, vous allez être au moins à 70 grammes. Dernière chose,
il ne faut pas que la solution soit à plus de 8%. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir 90 grammes de glucides dans 1 litre. Il faut plus diluer, quoi. Voilà. Il faut boire plus. Après, en sachant que une boisson, si tu prenais que 80 grammes de glucides à l'heure par les boissons, ça fait boire beaucoup de boissons ou une trop grosse concentration. Donc souvent, on complète avec des bars ou des gels. Donc il faut regarder sur les gels et les bars l'apport en glucides. En général, c'est aux alentours de 30 grammes, mais bon, il faut regarder parce que ça dépend des bars, évidemment. Mais grosso modo, une barre, à peu près, c'est une trentaine de grammes. Dans une boisson bien diluée, donc si l'hiver, vous mettez la quantité de boisson dans 500 millilitres, l'été, vous la mettez dans 750 millilitres, ça permet de plus la diluer. En général, pareil, une boisson, c'est 30 à 40 grammes de glucides, d'accord, par ration. Encore une fois, regardez selon vos boissons, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque heure, vous devez prendre grosso modo une gourde, plus 1 ou 2 barres, selon la durée de l'effort et selon votre gabarit, quoi. Voilà. Une ou 2 barres ou 1 ou 2 gels. Une question super intéressante de Nathalie, Cyril, qui dit « J'adore agrémenter mon fromage blanc avec du son d'avoine, mais certains disent que ça capte beaucoup de nutriments. Qu'en penses-tu » Alors, c'est pas faux, mais c'est très incomplet. Le son d'avoine est un aliment qui comprend du mucilage et donc qui va s'expanser. Le plus gros risque avec le son d'avoine est l'inflammation des intestins quand on n'est pas habitué et qu'on l'introduit. Le son de blé est encore pire. Donc, ce qui est important, c'est que vous puissiez le faire gonfler. Donc, le son d'avoine, de ne pas l'avaler comme de la poudre en poussière. Moi, je ne dis pas qu'il va capter les nutriments. Beaucoup moins que si vous preniez du psyllium demi-heure avant votre repas ou du konjac. Auquel cas, là clairement, ça peut avoir un impact, mais sinon, il n'y a pas de souci vraiment avec le son d'avoine. Personnellement, aucun problème avec ça. Yes. Question de Yannick qui va te faire plaisir sur la whey. La protéine de whey. Bonne ou mauvaise? Point d'interrogation. Si bonne idée, quand et comment la prendre? Alors, moi, la protéine de whey, pas pour faire plaisir à Nico, mais je considère que 80% des apports en macronutriments doivent être apportés de façon naturelle au minimum. Alors, non, la littérature scientifique nous le prouve. Pour la quasi-totalité des personnes, ça suffit. Mais les personnes qui font du sport, notamment, ont besoin d'un apport, ce qu'on appelle par complémentation alimentaire. Et la protéine de whey, quand elle est de bonne qualité, c'est une excellente stratégie en ration de récupération, notamment quand on n'est pas sur place, quand on n'est pas chez soi. Parce que le fromage blanc, c'est un excellent produit, sauf s'il reste 2 heures au soleil dans la voiture. Là, auquel cas, ça peut être un petit peu plus gênant. Donc la protéine de whey de bonne qualité, on peut l'utiliser dans ses galettes au petit déjeuner si c'est une stratégie en complémentation parce qu'on a besoin de cet apport en macronutriments. Ça peut être bien en ration de récupération. Tout est une bonne stratégie dès lors qu'on sait pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qu'on en attend. Voilà. Et après, il faut choisir la bonne protéine, évidemment. Et tout ça, ça s'inscrit dans quoi? Dans la bonne répartition des besoins nutritionnels journaliers. D'où l'intérêt de connaître ces besoins nutritionnels journaliers. D'ailleurs, Cyril, je me permets de faire un partage de conversations qu'on a eues il n'y a pas longtemps. Hein. Il n'y a pas longtemps, on a vu ensemble ma répartition nutritionnelle sur mes apports, notamment en protéines et en glucides. Et on s'est rendu compte que très certainement, je ne mangeais pas assez de protéines. Les conséquences de ça, c'est quoi? C'est principalement une moins bonne récupération. Donc, qui dit moins bonne récupération, on progresse moins bien, hein, puisque la séance du lendemain ou celle du surlendemain, on la fait moins bien, moins fort. Un sentiment de fatigue, ça peut aller jusqu'à mal dormir, etc. Donc, c'est très important d'avoir suffisamment d'apports en protéines dans la journée. Et souvent, les sportifs en manquent parce que on a des besoins qui sont supérieurs.
Et donc, c'est difficile de trouver des bons apports en protéines. Parce que moi, avec mon poids de 85 kg, grosso modo, il faudrait que je mange 40 à 50 grammes de protéines 4 fois par jour, quoi, grosso modo. C'est ça. Et ben pour les prendre, à part de manger du bœuf et du poulet à tous les repas, mais c'est pas trop mon kiff. Et même je vous le déconseille, surtout quand vous approchez la cinquantaine, les protéines animales, elles risquent de vous faire un peu des dégâts, notamment au niveau de la prostate, entre autres. D'accord? Et c'est bien de la compléter avec des protéines végétales, donc comme les lentilles, des choses comme ça, mais la protéine de whey, c'est pratique. Moi, je ne suis pas un grand adepte. Hein, voilà, on a eu des grandes conversations et Cyril m'a convaincu d'essayer, donc je vais essayer avec plus d'applications. Mais voilà, pourquoi prendre la protéine de whey? Pour améliorer sa récupération, se sentir plus en forme, avoir plus d'énergie. Et c'est a priori quelque chose qui est plutôt de bonne qualité quand on les choisit bien et qui peut vous aider à avoir suffisamment d'apport en protéines dans la journée. C'est le piège. Prendre surtout une protéine de bonne qualité, parce que le problème il est là, c'est qu'il y en a vous tapez whey protéine dans la barre de recherche de Google, vous en avez je ne sais pas combien de pages qui vont sortir. Et il ne faut pas se tromper quand on choisit. Et petite chose importante aussi, la distribution de protéines doit être de façon étalée dans la journée pour que la stratégie soit pertinente. Voilà. Pas excéder 25 à 30 grammes par prise et les fragmenter en 3, 4, 5 fois dans la journée. On se rend compte que c'est là que l'anabolisme et la signalisation musculaire est la meilleure. C'est là qu'on assimile mieux. En fait, plus on mange de protéines, une grosse quantité de protéines en même temps, moins on l'assimile. Donc, il vaut mieux prendre des petites prises régulières dans la journée, 3-4 fois, peut-être même 5 fois, plutôt que de dire je vais en prendre, je fais un repas où je mange la dose de protéines. Ben, en fait, vous n'allez pas l'assimiler. Donc, il faut se dire que grosso modo, l'organisme, au-delà de 40 grammes de protéines par repas, le reste, il va l'évacuer, il ne va pas l'ingérer. Voilà, et on passera les détails mais chaque protéine n'est pas assimilée de la même façon. L'œuf est à 100%, ce qu'on appelle l'indice DISCO de la protéine. Bon, ceux qui sont intéressés, faut prendre un rééquilibrage alimentaire pour avoir accès. C'est ça. Mais il y a beaucoup de choses. La nutrition est une vraie stratégie. Exact. Alors, une question intéressante de Alice, qui d'ailleurs est développée, puisque tu as fait un peu de pub, est développée dans le défi 21, donc un défi pour retrouver rapidement la forme en 21 jours, sur lequel il y a beaucoup d'apports sur l'alimentation, notamment donc sur la réponse d'Alice qui est quoi prendre au petit déjeuner avant une sortie et combien de temps avant? Tu commences? Tu veux le dire? Bah, écoute, combien de temps? Alors déjà, il s'agit de savoir si c'est une sortie à vélo ou à pied, donc portée ou non portée. Moi, je considère 3 heures. Il faut au moins 3 heures de digestion. C'est important pour l'organisme, c'est 3 heures. Après, qu'est-ce qu'on prend? De toute façon, ça va être compliqué parce que ça va dépendre à la fois des besoins de la personne, de sa taille, de son poids, de son environnement et de ce qu'elle va faire et de la répartition de ses macronutriments dans la journée. Mais en règle générale, on prend quoi? On prend des glucides à IG bas et à IG modéré, des protéines et des lipides de qualité non saturés, évidemment. Oui, on peut partir sur quelque chose d'assez basique en disant c'est bien de commencer par 1 ou 2 fruits, prendre une boisson chaude style thé, café, tisane ou ricoré, des sources de glucides, vous en avez des tas, hein, vous avez du pain plutôt complet pour les IG bas, donc moi je prends des biscottes Vasa notamment qui sont au seigle. Vous avez évidemment tout ce qui est céréales. Attention, les céréales du petit déjeuner pour enfants, ça c'est des bombes à sucre. Mais par contre, des céréales à base de céréales d'avoine ou des céréales complètes, ça c'est tout ce qui peut être un apport en glucides. Une centaine de grammes à peu près, hein, Cyril, tu préconises une centaine de grammes par... Ça va dépendre vraiment du poids de la personne, vraiment. Exactement. En gros, allez, je vous fais un petit cadeau. Vous savez, on a fait un live avec une galette petit déjeuner, et Nico aussi, plusieurs fois avec des conférences, on a fait des gâteaux sport. En gros, une personne de 55-60 kilos va prendre 70 grammes de son d'avoine. Vous mettez un œuf, un fromage blanc,
Vous allez mettre une banane, environ de 200 grammes, un petit peu de cannelle, un petit peu de fleur d'oranger si vous aimez ça. Vous remuez un petit peu d'eau pour la texture, vous mettez dans une poêle, ça vous fait une belle galette et vous pouvez y aller, ça va vous tenir. Voilà, parfait. N'oubliez pas donc les apports aussi en protéines le matin au petit déjeuner. C'est pas évident pour certains. Alors, on peut dire que quand on prend des céréales, il y a des apports aussi en protéines végétales. Hein, il faut les Tout compter. à fait. Mais c'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant, quoi. Voilà. Donc 2-3 œufs et puis un fromage blanc, c'est pas mal. Ah, les œufs et le fromage blanc, on va dire que c'est la meilleure qualité protéinique que l'on puisse trouver. Pour les sportifs, ouais. Pour les sports. Pour l'humain, parce qu'on a des muscles en fait. Alors, il y a Bertrand qui aimerait des précisions sur le jeûne intermittent ou la détox style monodiète. Donc, c'est des choses dont je parle dans mes programmes. Une fois par semaine pendant 4 semaines. Faut-il en privilégier l'un par rapport à l'autre, sachant que le jeûne, je ne suis pas très pour, donc c'est Bertrand qui dit ça. Est-ce important, nécessaire ou indispensable quand le faire dans une saison sportive? Alors moi, ce que je préconise dans le régime 4 heures par semaine, c'est pour déclencher un peu la perte de poids et pour détoxiner l'organisme. C'est important de savoir que tant que notre organisme, dans nos cellules graisseuses, il y a des toxines qu'on appelle les lipotoxines. Et tant que notre organisme il est toxiné parce que le stress, parce que la bouffe, parce que des tas de choses qu'on prend, l'alcool, etc., le sport aussi, d'accord, ben, le corps ne va pas libérer ces lipotoxines et c'est une des raisons, il y en a d'autres, mais qui expliquent que des gens n'arrivent pas à maigrir parce qu'ils sont hyper toxinés et on se rend compte que quand on fait des stratégies de détox, eh bien, on va perdre plus de poids et en tout cas plus rapidement. Donc moi, je vous propose dans ce programme 2 stratégies de détox. Il y en a bien d'autres. Et moi, je vous invite à choisir celle qui vous convient le mieux. Donc, c'est bien de ne pas avoir des a priori, c'est bien de tester parce que c'est des nouvelles expériences. Le régime, pas le régime, mais le jeûne intermittent ou la monodiète, ben les deux ont des avantages et des inconvénients. Les deux sont bons, ont fait leurs preuves, mais les deux ont des avantages et des inconvénients qu'il est intéressant d'expérimenter pour vous trouver celle qui vous convient le mieux. Alors, est-ce que c'est important pour moi? Oui. Indispensable, je ne vous dirai jamais que c'est indispensable, parce que des stratégies pour perdre du poids, ou en tout cas pour recontrôler son poids, il y en a pléthore. Mais en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, Cyril, mais le fait de détoxiner l'organisme pour créer des conditions favorables à la perte de poids, il me semble que c'est une stratégie qui est intéressante. Alors, mon point de vue là-dessus est un petit peu divergent, même s'ils vont se rejoindre. Pour moi, la stratégie la plus pertinente pour perdre du poids, c'est déjà d'avoir les bons apports nutritionnels qui correspondent à nos besoins. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, c'est d'avoir une flore intestinale adaptée, avec, on va dire qu'elle soit colonisée par des lactobacilles positifs, donc des probiotiques. Ça, c'est une des premières choses essentielles qui va permettre, avec des apports nutritionnels suffisants, à la perte de poids. Toutes les stratégies nutritionnelles ou les manipulations créant à viser des adaptations, ce qu'on appelle biochimiques, comme le jeûne intermittent ou les régimes cétogènes, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Je considère qu'une bonne stratégie est une stratégie que l'on maîtrise et dont on sait quels bénéfices on veut en tirer. Quand on sait quand on la commence et quand on la finit, et quand vraiment on a une maîtrise du protocole. Malheureusement, je rencontre trop de gens qui ont subi et ont dérivé de ces stratégies parce qu'ils ne les maîtrisaient pas. Et j'observe des forts troubles du comportement alimentaire suite en fait, à une fuite en avant vers une recherche effrénée de la perte de poids. Voilà. Ce que tu parlais tout à l'heure sur les toxines dans les graisses, c'est vrai. Et d'ailleurs, attention, si vous perdez trop de poids d'un coup, vous allez tomber malade. Pourquoi? Parce que votre corps va relâcher trop de toxines en même temps qu'il ne sera pas capable de gérer aussi. Donc,
attention on va dire, aux 10 heures de bonne aventure, à ceux qui vont vous promettre monts et merveilles. La perte de poids, il faut qu'elle soit contrôlée. Tout changement que vous voulez durable sur votre corps nécessite du temps pour qu'il s'adapte. D'où donc la stratégie de faire une stratégie de détox, comme le jeûne intermittent ou la monodiète, d'accord, une fois par jour, une fois par semaine, c'est pas là, hein, un jour par semaine. Ça va le faire une détox progressive, le temps à votre organisme de s'adapter, et là, on ne rentre pas dans une pratique excessive qui risque d'entraîner à terme des troubles du comportement. Et qu'on voit, enfin, nous avec Cyril, on voit des tas de sportifs, et très 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 souvent, on en voit qui basculent facilement et sans s'en rendre compte vers, bah ça y est, là c'est bon, je suis rentré dans une logique où je diminue, je restreins, je contrains mon organisme, et ça ne marche pas. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai observé qu'une bonne stratégie, une fois par semaine, c'est intéressant, il faut tester celle qui vous convient le mieux, mais je suis d'accord avec Cyril, restons prudents et modérés, donc une fois par semaine, c'est bien. Si je peux me donner juste un petit conseil, une excellente stratégie pour détoxifier votre corps au quotidien, vous pouvez tous faire, buvez. Buvez. Non, mais c'est très très important, les gens ne boivent pas assez. Il faut rappeler un principe de base pour détoxiner l'organisme, c'est que l'organisme sait très bien se détoxiner tout seul. Il a tous les mécanismes et toutes les choses pour le faire tout seul. La seule chose, c'est qu'il faut lui laisser la possibilité de le faire. Si vous êtes tout le temps en activité, speed, etc., vous stressez votre organisme, vous mangez tout le temps, vous le fatiguez à manger, etc., machin, plus du sport, l'organisme, quand est-ce qu'il prend le temps et l'énergie pour se détoxiner? Non. Par contre, si vous mettez l'organisme au repos, que vous le buvez et vous le laissez tranquille, vous mettez un peu cool, vous respirez, hein, c'est connu, hein, la respiration profonde et régulière permet de détoxiner l'organisme. Donc, il y a des choses qui sont déjà toutes simples, c'est laisser votre organisme faire, mais donnez-lui les moyens de le faire. Si vous le sollicitez tout le temps pour réfléchir avec son cerveau, pour digérer, pour faire des efforts, forcément, il n'a pas ni l'énergie ni le temps pour se détoxiner. Question suivante, on est à la mi-parcours, hein, il est 19h, donc jusqu'à 19h30, posez-nous toutes vos questions. Je vous rappelle le petit défi 21 jours pour être en super forme. Programme sur la nutrition, du renforcement musculaire et sur la préparation mentale pour avoir un mental de champion. Si je puis me permettre sur ce petit défi, qu'on a fait vraiment presque sur un calembour, on va dire. Sur nos célèbres discussions, en discutant, et on s'est enflammé l'un l'autre, et on a dit, tiens, vas-y, on le fait, grosso modo. C'est d'un point de vue... alors, j'exclus le fait que j'ai participé à la réalisation de ce produit dont je suis très fier, mais d'un point de vue purement professionnel, je peux vous dire que c'est un excellent produit. Très sincèrement, faites-en l'acquisition, je crois que c'est 1 € par jour, si je ne me suis pas trompé. Vous avez un défi mental proposé par Nico, et je vous promets, c'est quelque chose d'exceptionnel à vraiment à écouter et à appliquer. Il y a un avant et un après, sincèrement. Vous avez un défi sportif qui est toujours sympa et qui vous permet de réaliser les choses en sécurité, et vous avez des informations nutritionnelles. Très sincèrement, c'est un excellent départ pour avoir des bases, certes sommaires, mais je vous promets que si vous le prenez, vous aurez vraiment une vraie valeur ajoutée. Je devrais d'ailleurs peut-être mettre le lien pour qu'ils puissent le trouver. Il est dans la description de la page, je pense. Pardon, je sais pas. Ah ben non, forcément, puisque je suis passé sur le téléphone. Donc, je mettrai le lien dans un commentaire. Comment je vais faire ça? Tiens, alors attends. Je le fais en direct? Attends, on va voir si ça marche. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, si j'avais un lien court, je pourrais le mettre, mais je ne sais pas comment on fait. Défi 21. Hop. Attends, je reviens. Tac.
Je vais dans la meilleure cyclo, je vais devoir pouvoir le trouver. Ah, ben, il était là, tiens. Tac. Voilà. Tu l'as? Alors, on va aller en direct sur la page de mon ordinateur. Sinon, moi, je peux le trouver. Ouais, je pense que je vais l'avoir. Ouais, il est là. Ça y est, il est là. Et dans la meilleure cyclo, je vais devoir pouvoir... Pof, derrière. Voilà, je le mets là dans les commentaires. Là. Pof. Super. Je viens de le mettre, pour ceux qui veulent. Il y a Bertrand qui dit « Je confirme, le défi 21, il me reste une semaine, c'est vraiment super. » Ok. Alors, je reviens sur notre petit écran de partage, mon cher Cyril, comme ça on nous voit. Et une question très intéressante de Thierry qui nous dit « Quel usage faire des électrolytes lors d'un grand parcours, un grand fond d'eau, pour quelqu'un qui transpire beaucoup ?» Ah merde. Défi 21. Ah, attends. Il me reste une semaine, c'est vraiment super. Ok. Alors, je reviens sur notre petit écran. Pouf. Attends, Cyril, une seconde. Parce que je ne t'ai pas eu au démarrage. Reparle un peu là, si je t'entends. Oui, oui. C'est bon, ça y est. Je suis là. Donc, vas-y. Donc, les électrolytes en conditions chaudes, c'est essentiel. La déshydratation est le facteur numéro 1 de la diminution de la performance dans les sports d'endurance. Donc, que l'on transpire beaucoup ou que l'on transpire pas beaucoup, l'apport en électrolytes est essentiel. Selon les marques des produits, vous allez augmenter d'ailleurs le nombre de capsules. Souvent, ce sont des comprimés. Hein. Vous allez mettre plutôt un comprimé pour 750 ml quand il fait en dessous de 27-28 degrés. Et vous allez monter à 2 comprimés quand il fait au-dessus de 27 à 28 degrés. Et à mettre dans toutes vos boissons. Alors, une petite astuce, comme vous avez une boisson forcément énergétique, qui est aromatisée à quelque chose, je vous conseille de mettre une électrolyte avec un goût neutre, pour éviter les cocktails, on va dire, de saveur un petit peu préjudiciables sur les fins de parcours quand il fait très chaud. Quelque chose aussi que je peux vous conseiller, c'est d'avoir une solution de secours avec une boisson type salée avec un petit peu d'eau pétillante pour une fin de parcours, parce que vous risquez avec la chaleur d'avoir un goût sucré qui soit intenable. Dernière chose, en réhydratation, il est très important d'ajouter des électrolytes dans votre boisson de réhydratation. C'est une stratégie très importante aussi. Yes. Alors, question de Nicolas, c'est pas moi, mais ça pourrait. Bonjour tous les deux, je suis cycliste amateur avec du surpoids. Quel conseil me préconisez-vous pour perdre quelques kilos rapidement avant d'attaquer les cols? Comme tu veux. Tu veux que je commence? Allez, je commence. Vas-y. Les conseils pour perdre du poids rapidement, déjà, il faut s'en méfier. Parce que quand vous perdez du poids rapidement, vous en reprenez rapidement. Et une des grosses erreurs que font la plupart des gens, c'est de penser qu'ils vont perdre du poids que grâce au sport. Ce que je dis est pas totalement vrai, mais il faut avoir en tête une chose, c'est que vous dire, ma perte de poids, c'est 80% de l'alimentation, 20% le sport. Grosso modo, c'est ça. Ou vous dire, je perds du poids avec l'alimentation et je maintiens mon poids grâce au sport. Mais celui qui se dit, je vais perdre du poids en faisant du sport et je vais manger comme un goré, ça peut marcher à 20 ans, à peu près, mais après, ça ne marche plus. De moins en moins bien, effectivement. Voilà. Donc, la première des choses, ça va être surveiller votre alimentation. Donc, quand je dis surveiller, c'est dire être conscient de ce qu'on mange, pas manger, bafrer, puis pas s'en rendre compte, pas se rendre compte des quantités, pas faire gaffe à ce qu'on mange. Quand on vous dit avec Cyril de prendre tant de grammes de glucides, de protéines, c'est pas pour que vous tombiez dans le délire de la balance, c'est pas du tout ça. Mais c'est pour vous rendre compte. Moi, j'ai pesé quelques fois mes aliments pour me rendre compte des quantités, et puis je me rendais compte que j'en prenais trop ou pas assez. Et ça m'a permis de réguler. Aujourd'hui, je régule avec, je sais que 3 cuillères à soupe de quinoa, ça me fait ma ration de glucides pour un repas. Voilà. Ah, si elle est pleine ou machin, je ne suis pas à 20 grammes cré, on s'en fiche. Mais au moins, on a ces notions-là et c'est important. Donc, la première des choses, Nicolas, que je te donnerai moi, c'est prendre conscience de ta consommation de glucides. Séparer
sucre lent, sucre rapide, hein, avec IGO ou IGBA, et te rendre compte des quantités que tu manges si elles correspondent à ton poids et à l'activité que tu fais. Évidemment, les jours où je fais une activité, je peux en manger plus. Les jours où je ne fais pas d'activité, j'en mange quasiment 2 fois moins. Et si tu étais là au début de la séance aussi, du moment auquel je mange les sucres. Si c'est pendant et juste après l'effort, ça n'a pas du tout le même impact que si je le mange en dehors des efforts ou les jours où je ne fais pas d'efforts, où là, je vais créer tout de suite une réserve de graisse. Donc, rien que ces principes-là de base, de maîtriser la consommation de sucre. Pourquoi ? Parce que la consommation de sucre entraîne un pic d'insuline, et l'insuline, c'est l'hormone du stockage. Si je ne fais pas d'activité et que je mange du sucre, je vais stocker en gras. C'est là où je vais avoir rapidement des résultats globaux. Voilà. Et toi, Cyril, tu dirais quoi comme premier conseil pour perdre du poids ? Moi, je dirais, il faut savoir quoi manger, quand le manger et combien on en a besoin. Et ça passe par la connaissance de ses propres besoins nutritionnels. Alors, je sais que quand on dit ça, on dit tout et on dit rien, mais c'est parce que c'est une réalité, et pour pouvoir appliquer cette réalité, on a besoin de cette connaissance-là. Une fois qu'on l'a, on choisit. Le savoir, c'est choisir. Tout ce qui échappe à notre conscience, on le subit. C'est un grand poncif qui m'a dit ça. Et ça m'a beaucoup aidé, parce que tout ce dont on a conscience, on peut agir dessus. Mais ce qui en échappe, malheureusement, on le subit. Donc vraiment, c'est le transfert d'un savoir alimentaire, c'est quelque chose d'essentiel à mes yeux, parce qu'on l'a pour la vie. Tout à fait, c'est un investissement pour la vie. Alors j'ai une question intéressante de Franck, parce qu'elle reprend une question que pose Eric juste derrière, qui est à peu près la même, et qui, je trouve, est au cœur de notre approche, Cyril, où vraiment on veut associer, faire prendre conscience de l'importance d'associer mental et nutrition, connaissance nutritionnelle. Cette question, c'est: je mange toujours un dessert sucré après le repas le soir, yaourt ou du chocolat. Comment remplacer ces aliments plaisir ? Je me couche tard et je craque souvent, c'est pas bien. Alors, il y a plusieurs pistes évidemment pour répondre. La première, c'est: est-ce que je prends et je couvre tous mes apports nutritionnels pendant mon repas et pendant la journée? Est-ce que j'ai bien fragmenté mes repas pendant la journée et mes apports, de fait de ne pas manger qu'un seul repas par jour et de me goinfrer parce que j'ai eu très faim? Est-ce que je prends le temps de mastiquer ou d'avaler tout cru? Est-ce que je prends suffisamment de protéines aussi? Tout cela, déjà, ça va jouer, premièrement. La deuxième chose, c'est que beaucoup de gens sont intoxiqués par le sucre, parce qu'on est complètement inondé par des aliments avec des indices glycémiques hauts, mais pas que des aliments qui ont le goût sucré. Je vous parle le pain blanc, c'est un aliment avec un indice glycémique à 85, les pâtes, tous les biscuits que vous achetez, ce sont des IG très hauts. Et en plus, il met du sucre dedans. Alors, par contre, si vous voulez continuer ou diminuer progressivement, on va dire, ces petites tentations, la meilleure façon de résister à une tentation, comme disait Oscar Wilde, c'est d'y céder. Mais d'y céder intelligemment. Par exemple, manger un fromage blanc, plutôt avec 3% de matière grasse à la limite, parce que vous avez plus de chances qu'il y ait moins de glucides dedans, si vous ne lisez pas bien l'étiquette. Et mettez-y par exemple des framboises congelées, mettez-y un petit peu de cannelle dedans. Et progressivement, vous verrez que vous allez vous désaccoutumer de ce goût sucré. Alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain, parce que le sucre, c'est un puissant addictif, plus puissant que l'héroïne, à cause de l'excitation du nerf glossopharyngé notamment. Donc soyez indulgents avec vous-même, mais d'abord ayez les bons apports nutritionnels de la journée, fragmentez vos repas, et trouver des subterfuges et des solutions pour que ces petites pulsions, vous les endiguiez avec des aliments beaucoup plus proactifs pour votre organisme. J'ai été un petit peu long, mais parce que c'est pas facile de donner des clés comme ça. Oui, alors pour reprendre ce que tu dis, Cyril, moi je pense que le craquage du soir, le fameux craquage du soir, eh bien il faut se dire que c'est un symptôme.
Voilà. Et ce symptôme, il faut en trouver la cause. Ça peut être une cause, comme l'a dit Cyril, une cause physiologique. C'est-à-dire que si vous n'apportez pas suffisamment de macronutriments, glucides, protéines, les protéines sont des coupeurs de faim, des aliments qui vous rassasient. Donc si vous n'en apportez pas suffisamment dans la journée, ben, à la fin de votre dernier repas, votre corps, il a fait les comptes et il se dit « Eh oh, j'en ai pas assez, il faut encore que tu manges ». Donc la première des causes, ça peut être ça. Et c'est important de l'identifier parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à se dévaloriser. Et donc je vois que Franck, et d'ailleurs j'embrasse sa fille Lilou, je crois, si elle nous regarde, Franck se dévalorise en disant c'est pas bien. Il y a beaucoup de gens qui se dévalorisent, qui se mésestiment en disant ah là c'est pas bien, je craque, je cède. Ben non, mais si tu manges pas suffisamment, c'est logique, d'accord? Donc, et puis je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Manger suffisamment de glucides, mais encore une fois, si vous mangez des féculents, ce n'est pas la même chose en termes de déclencheur d'appétit que si vous mangez des sucres rapides. Ensuite, il peut y avoir des facteurs psychologiques. Pourquoi? Parce que le soir, il y a la tombée de la nuit. Donc ça peut être une source de stress pour des gens. Dans notre cerveau, il se passe quelque chose, une source de stress. Ça peut être aussi le moment où on fait le bilan de la journée, consciemment ou inconsciemment, et on peut avoir une source de stress. Ça peut être un besoin affectif. En fin de journée, on peut avoir un besoin affectif, d'accord, avec la baisse de la luminosité. On va avoir une augmentation de la mélatonine, mais aussi eh bien, une baisse de l'ocytocine, qui est notre hormone de la convivialité, du besoin de plaisir, etc. Et donc, on peut avoir ce besoin-là et également, et vous allez voir que la réponse est toujours la même dans notre organisme, eh bien, un besoin de se récompenser. Soit parce qu'on a passé une journée où on a fait plein de choses et on a besoin de se récompenser, et là, notre corps, il demande de la dopamine, comme quand on a besoin affectif, quand on a besoin de stress. Ou alors, à l'inverse, on s'est fait chier comme c'est pas possible de la journée, on n'a rien foutu, etc. Et là, on a besoin de notre dose de dopamine. Comment trouver rapidement la dopamine? Je vous le donne dans le mille, manger sucré. Ok? Donc, mais la cause, elle est psychologique, d'accord? Donc, évidemment, c'est le préparateur mental qui vous parle, mais dans les deux cas, qu'elle soit physiologique, vous n'avez pas suffisamment d'apport en macronutriments, glucides, protéines, soit psychologique, la première étape, c'est d'identifier la cause. Et ensuite, vous pourrez mettre en face une stratégie qui vous permet de diminuer ce besoin-là et de le ramener à quelque chose qui peut être acceptable. Parce que manger, on le sait bien, manger un carreau de chocolat en fin de repas, c'est pas ça qui va vous faire prendre 200 kilos, d'accord? Manger une crème dessert au chocolat tous les soirs, ça oui, parce que une crème dessert au chocolat, c'est 150-200 calories. Si vous mangez 200 calories de sucre en fin de repas tous les jours, ben à la fin de l'année, ça fait 2 kilos de plus. Alors 2 kilos de plus sur une année, on se dit c'est pas si grave que ça. Sauf qu'au bout de 10 ans, ça fait 20 kilos de plus. Voyez. Donc, on peut mettre en place d'autres stratégies, soit avec votre préparateur mental pour identifier des stratégies pour vous rassurer, vous réconforter, etc. mentalement, soit avec votre préparateur en nutrition qui va vous apporter d'autres stratégies que pour vous rassurer ou pour vous récompenser ou pour vous recharger. Effectivement, si vous mangez quelque chose qui va plus vous couper la faim, hein, un fromage blanc, il a un pouvoir de satiété qui est énorme, alors qu'un gâteau sucré, dans une heure, il va vous redéclencher une faim et une envie de sucrer. Voyez. Donc voilà. Cyril, tu veux rajouter quelque chose? Ah non, mais tu as tout dit. Moi, j'ai abordé uniquement l'aspect, on va dire, physiologique de l'envie du sucré après le repas. Mais évidemment, comme tu l'as dit, derrière, il y a souvent un problème, une notion d'approche mentale. Et identifier la cause permet déjà de pouvoir imaginer la traiter. Alors maintenant, on passe à une question un petit peu plus pointue de Michel, qui nous dit en substance, je résume un petit peu, mais finalement, quelle alimentation entre deux séances quand on fait une bi-quotidienne? Si on s'entraîne 2 fois dans la journée, quelle alimentation entre les deux? Alors, ça va dépendre de plein de choses, surtout de la distance entre les 2 séances déjà. Ça, c'est super important. Voilà, donc si c'est une séance enchaînée, il n'y aura pas d'alimentation entre les deux. Et si l'écart entre les 2 séances, pour diverses raisons, est inférieur à 3 heures, la ration de récupération devra se faire
normalement, mais devra se faire avec une densité nutritionnelle la plus importante possible pour que le bol alimentaire soit le plus faible possible, pour que le lest intestinal soit le plus faible possible, pour ne pas être gêné sur la seconde séance et pour pouvoir digérer. Alors, j'étais un petit peu de ne pas surcharger l'estomac pour que vous puissiez faire la seconde séance. Si vous y allez 5-6 heures après, c'est pas très grave. Là, toujours pareil après, hein, la ration de récupération, et on intègre après ces apports normaux, sachant qu'on va laisser 3 heures à 3h30 de digestion en fonction du sport qu'on va faire, évidemment. Une course à pied haute intensité va nécessiter plus de digestion qu'un vélo à basse intensité. Alors tiens, une question, je suis sûr qui va intéresser beaucoup de monde. C'est quand on a la sortie club du dimanche matin à 9 heures. Comment peut-on déjeuner sans se lever à 3-4 heures du matin? Enfin, en tout cas, 3-4 heures avant, pardon, excuse-moi. Bon, moi, les sorties club, je vais pas me demander ce que j'en pense. Alors, personnellement, moi, je vais vous donner mon exemple précis. Il m'arrive de faire quelques courses dans l'année. Et mes courses commencent entre 8h30 et 9h du matin. Voilà, sachant que je me chauffe 30 minutes avant, je vous laisse imaginer à quelle heure je me lève. Ça, c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Si on veut optimiser, si on veut être bien, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, si vous me dites, voilà, je pars à 9h, mais je n'ai pas envie de me lever, comment je fais? Haute densité nutritionnelle. C'est-à-dire, quelle stratégie je vais mettre en place pour avoir les apports dont j'ai besoin dans quelque chose où on va réduire le lest intestinal. Donc, une des idées, peut-être, et c'est sympa à faire, de prendre une partie de ces apports au petit déjeuner sous forme d'énergie ball que vous pouvez faire vous-même avec de la purée de cacahuètes, un petit peu de whey, du flocon d'avoine, et après de prendre pendant la sortie aussi sur le vélo des bars ou une boisson énergétique. Voilà. Mais des formules miracles, malheureusement, il n'y en a pas parce que notre physiologie fait que notre estomac a besoin d'un certain temps, notre système digestif pour ce qu'on appelle créer la vidange gastrique. Et ça, malheureusement, on en est tous là. Hein. Oui, le dilemme, il est là hein, pour ces fameuses sorties club. D'abord, ces fameuses sorties club du dimanche matin, ça va dépendre de l'intensité. C'est sûr que si c'est une séance où on roule cool, c'est pas la même problématique que s'il y a de l'intensité. Après, il faut bien avoir en tête ce que dit Cyril, c'est que le fait d'avoir des aliments dans l'estomac pendant au moins 3 heures, ça veut dire que votre organisme il va consacrer de l'énergie et du sang dans l'estomac. Donc cette énergie et le sang ne sera pas en train d'alimenter les muscles en oxygène et en nutriments. Donc forcément, soit vous n'allez pas avoir de jambes, soit vous allez avoir l'estomac lourd pendant un moment parce qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir digérer. Et ça, c'est très préjudiciable. Moi, je partage assez la solution de Cyril. En tout cas, moi, ça serait la mienne. C'est de prendre un petit déjeuner très léger, peut-être qu'une heure avant et plutôt à base de sucre rapide. Et après, se dire que sur le vélo, il va falloir manger un petit peu plus. Donc, j'apporte en général un petit peu plus de barres et d'aliments sur le vélo. Voilà, moi, ça serait la solution pour ne pas me lever 3-4 heures avant, c'est-à-dire à 6 heures du matin. Maintenant, je me réveille entre 5 heures et 6 heures du matin quasiment tout le temps. Donc, moi, ça ne me poserait pas de problème. Mais bon, voilà. Si vous ne voulez pas le faire ça, la solution, selon moi, c'est plutôt... Attention, encore une fois, les sorties du dimanche matin, de temps en temps, se jouer comme si c'était une compétition, pourquoi pas, hein, au niveau de l'intensité. Mais à ce moment-là, jouez-le jusqu'au bout. C'est-à-dire que si c'est comme une compétition, vous levez 3 heures avant et vous déjeunez comme si c'était une compétition. Ou alors sinon, on dit aux gars, bon écoutez les gars, voilà, on y va cool, au moins une bonne heure pour pouvoir digérer, quoi. Le risque, c'est l'ischémie intestinale. C'est-à-dire que si vous avez des aliments à digérer dans votre estomac, votre estomac va avoir besoin de sang pour faire marcher votre système digestif. Et ce sang-là, vous ne l'aurez pas ailleurs. Si vous l'appelez ailleurs et que vous priorisez les muscles et que vous demandez un effort, que vous sollicitez, que votre cerveau dit attention, je dois appuyer sur les pédales, donc vous allez par ricochet mobiliser ce sang et ce sang va quitter votre système digestif. Et c'est là que vous allez avoir tous les problèmes que l'on rencontre de gaz, de ballonnement et de fermentation et parfois de vomissements, de maux de ventre. Alors c'est beaucoup plus vrai dans les sports non portés, avec le péristaltisme, notamment les champs péristaltiques, notamment la course à pied, mais c'est vrai aussi à vélo.
et ça va d'autant plus être accentué par rapport aux conditions météo également. Yes. Alors, c'est presque la dernière question, hein, Cyril. Mais bon, il y a beaucoup de questions sur le fromage blanc. Par quoi le remplacer quand on a des problèmes de tolérance avec le lait de vache? Et d'autres questions sur fromage blanc, faisselle, lait de brebis, lait de chèvre. Donc voilà, je t'ai fait un petit résumé rapide parce que comme c'est la dernière. Allez, donc on va faire un traitement, un rangement vertical. Voilà. Alors déjà, il n'y a pas d'allergie au lait de vache, ça n'existe pas. Soit on est intolérant au lactose, voilà, c'est une intolérance, soit on est allergique aux protéines de lait. Dans les deux cas, si on est intolérant au lactose, du lactose, il y en a dans les brebis, dans le lait de chèvre, et si on est allergique aux protéines de lait, on est allergique à des protéines qu'il y a aussi dans le lait de chèvre et dans le lait de brebis. Donc ça, c'est une certitude. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qui se testent. Ensuite, on m'a posé la question sur la faisselle. Alors, la faisselle, bon, j'ai rien contre la faisselle, sauf que c'est souvent un petit peu pauvre en protéines. Voilà, il faut le savoir. C'est un aliment qui est souvent aussi pauvre en glucides, c'est intéressant. Et les faisselles, vous en trouvez de 0% jusqu'à 10% de matière grasse. C'est la texture. Après, il y en a qui aiment des fromages blancs bien onctueux, bien épais. La faisselle, c'est un petit peu particulier. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le yaourt Skyr, le yaourt finlandais, qui est très intéressant au niveau de l'apport en protéines. Je vous conseille de l'essayer, c'est assez sympa comme type de produit. Après, le lait de vache, ça a fait couler beaucoup d'encre, j'ai écrit quelques articles dessus. Moi, je suis ni pour ni contre, j'ai pas de vache, j'ai pas de chèvre, j'ai pas de brebis. Donc, je suis pas partie prenante d'aucun des secteurs d'activité. Le problème du lait de vache, c'est pas le lait, c'est la vache. Et c'est comment et dans quelles conditions elle est élevée, elle est soignée. Une vache, ça coûte cher. Une vache, ça doit produire et ça doit pas être malade. Voilà. Donc, ce qui est dangereux dans le lait de vache et ce qui provoque parfois des intolérances, ce sont les résidus des traitements qu'elle a subis et qu'on retrouve dans le lait. Ce qui est moins vrai aujourd'hui dans les chèvres et dans les brebis parce que la productivité de ce type d'animal est moins importante. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Nico? Alors moi, personnellement, je dois avouer qu'il y a, dans les années 90, j'avais arrêté le lait de vache avec succès parce que, si tu veux, moi j'étais quelqu'un qui était très... l'hiver, j'avais toujours des sinusites, des rhinites, des rhumes, etc. Machin. Et je pensais que c'était familial parce que ma mère et ma tante avaient tout le temps des sinusites, quoi, tu vois, de famille. Donc je pensais que c'était familial. Et j'avais un copain à moi qui était australien qui m'avait dit, bah, écoute, essaie d'arrêter le lait de vache. Et écoute, je l'avais fait avec succès. J'avais remplacé par du lait végétal. Mais c'est vrai que pour la récupération, par contre, le lait apportait quand même quelque chose. Et notamment les fromages blancs, je mangeais en quantité astronomique. J'ai appris beaucoup plus tard que c'était pas tant le problème du lait, mais comme tu l'as dit, c'était plutôt la vache. Souvent, quand elles ont des antibiotiques, c'est peut-être ou des hormones de croissance ou d'autres choses encore. C'est peut-être ces choses-là qui, moi, me provoquaient des problèmes. Et donc, depuis le mois de septembre, suite à différentes conversations avec toi, hein, ce que j'ai testé, c'est du lait de vache de la ferme. J'ai la chance de pouvoir aller chercher mes œufs et mon lait à la ferme. Et effectivement, j'ai pas ces problèmes-là, d'accord? Alors, bon, franchement, je vais pas faire mon fromage blanc avec mon lait de ferme, d'accord? Mais en tout cas, ça m'a réconcilié un petit peu avec le lait, avec les fromages blancs. Voilà. Mais moi, les fromages blancs, je continue à les prendre au lait de brebis et ça me convient plutôt bien. C'est-à-dire que j'ai pas ces problèmes-là aujourd'hui avec les fromages blancs au lait de brebis que je prends. Et par contre, je rajoute un peu du lait. En tout cas, je suis moins strict sur le lait de vache que ce que j'ai pu l'être à une époque. Voilà. Le problème, c'est vraiment la vache, c'est pas le lait. Voilà, c'est ça. J'aime bien ton dicton. Et varier aussi, varier. N'ayez pas peur de varier. Je pense que c'est une clé, ouais. C'est aussi une des clés. Voilà les amis, c'est 19h29 et j'ai promis à Cyril qu'on le libérait à 19h30, donc il me reste à peu près une minute pour vous remercier de toutes vos questions. Il y a plein de super questions, on n'a pas eu le temps de tout répondre, mais je pense qu'on
on vous refera des petits lives comme ça avec Cyril. Et peut-être qu'en regardant les différentes questions, on pourra essayer d'élaborer une petite conférence. Enfin, on verra. Merci pour vos pouces j'aime. Je vois que vous les mettez, c'est cool. D'accord. Pouces j'aime. Merci pour vos questions. Alors, n'hésitez pas, si vous avez besoin, à contacter Cyril pour un petit rééquilibrage alimentaire personnalisé. Sinon, vous pouvez faire, donc cliquez dans les commentaires, vous allez voir le défi 21. Et nous, on vous retrouve très bientôt pour, encore une fois, vous aider, vous accompagner dans vos démarches. Un dernier mot, Cyril, pour samedi, on te rejoint samedi. Merci d'être là tout le temps, écoutez, de nous permettre de faire ce qu'on fait, parce que le savoir n'a du sens que s'il est transmis. Et grâce à vous qui le recevez, grâce à Nico qui me permet aussi de vous le partager, voilà, je tiens à vous remercier et à remercier Nico. On va bientôt se voir. Je suis super content parce que ça fait un petit moment et peut-être qu'on en profitera pour vous faire un petit coucou la semaine prochaine où on n'aura plus besoin de partager l'écran. Super. Bon, bonne soirée à tous. Désolé encore une fois pour ces conditions un peu particulières. Mais je ne sais pas pourquoi. Ce soir, Facebook ne voulait pas capter la caméra de mon ordinateur. Donc, on l'a fait comme ça. Salut les amis. Ciao, ciao. Bon appétit.